Je vais aborder ici une des formes contemporaines du néocolonialisme, de son effet homogénéisant, qui dépossède des nations du Sud économiques de leurs particularités. Dans le peu de temps dont je dispose, après avoir abordé le contexte général d'Haïti, je vais exposer une facette du néocolonialisme dont un exemple probant est celui de la présence humanitaire suite au séisme de 2010. J'aborderai ensuite comment un certain féminisme occidental a pu contribuer à ce néocolonialisme, puis j'aborderai l'importance, pour réfléchir à ce phénomène, d'une posture féministe décoloniale. Donc, en premier lieu, le contexte. Dans son histoire récente, Haïti n'a pas été formellement sous tutelle, mais sa situation en a été une de dépendance telle que l'ordre public, les décisions économiques et même les arbitrages électoraux sont réglés de l'extérieur, toujours encore aujourd'hui. Déjà avant le séisme, les forces étrangères étaient très présentes sur son sol. Pensons ici à l'invasion américaine du début du 20e siècle, aussi et surtout au poids des puissances mondiales qui, réunies sous le vocable de communauté internationale, exercent une grande influence dans la politique interne d'Haïti par le biais de leurs ambassades, des organisations et ONG internationales, des forces onusiennes de stabilisation ou des légions de coopérants qui y interviennent. L'industrie du développement et le complexe humanitaire ont servi à consolider l'emprise néocoloniale en Haïti. En effet, le déploiement humanitaire en Haïti fait partie de cette diplomatie parallèle intégrée par une gamme de dispositifs de contractuels de compagnies étrangères et, comme j'ai dit, d'organisations internationales et d'ONG internationales qui ignorent l'État et le peuple haïtien. Le discours humanitaire a été mis à profit à ce moment pour justifier sa présence et sa prévalence en Haïti. Par la même occasion, les puissances internationales ont consolidé leur contrôle des ressources naturelles, matérielles et humaines en Haïti. Les femmes ont été particulièrement ciblées par le discours humanitaire à titre de bénéficiaires de programmes d'aide. Les forces progressistes en Haïti considèrent l'humanitaire comme une présence néocoloniale. Celui-ci, je parle de l'humanitaire, porte en effet en lui un discours civilisateur incorporant certains aspects du care, de la sollicitude pour l'autre, de la prise en charge de ses besoins. Si l'aide humanitaire a comblé dans une certaine mesure la pénurie de structures efficaces de protection civile suite au séisme haïtien, personne n'aurait pu imaginer qu'il aurait un impact aussi déstructurant. Cette aide a été déployée sous l'aune d'un discours altruiste d'intervention thérapeutique exercé sous l'autorité internationale d'institutions et d'organisations validées. L'humanitaire a grandement contribué à la mise en œuvre d'une vision occidentale selon laquelle l'aide ne serait efficace que si les contingents humanitaires occidentaux peuvent avoir une connexion directe avec les victimes, c'est-à-dire sans intermédiaire de l'État ou des organisations de la société civile. Dans cette vision, l'État haïtien est présenté comme faible, corrompu, inefficace et trop bureaucratique. Le même jugement s'est appliqué au mouvement associatif haïtien et au mouvement féministe. Les ONG internationales ont été considérées comme plus sûres que les organisations haïtiennes. L'intervention en violence faite aux femmes. Inspirée par l'ONU, parce que je veux me pencher plus particulièrement sur cet aspect-là, inspirée par l'ONU, tous les dispositifs de l'aide humanitaire avaient pour mission, au moment du séisme, d'intervenir en violence faite aux femmes. Or, les groupes féministes haïtiens intervenaient déjà auprès des femmes victimes de violences avant même la chute de la dictature de 1986. La coopération entre cet humanitaire franchement débarqué et les groupes de femmes haïtiennes ne s'est jamais pourtant réalisée. Au contraire, les humanitaires se sont imposés. Les groupes féministes ont perdu leur financement, leurs locaux et même du personnel, alors que les interventions étrangères, largement financées de l'extérieur, ont délocalisé une foule de coopérants qui ne connaissaient pas Haïti.
Les approches humanitaires ont été calquées sur celles de chaque pays d'origine des contingents humanitaires ou militaires, plutôt que sur les approches haïtiennes éprouvées. Cette intervention, je parle toujours en matière de violence faite aux femmes, cette intervention s'est révélée décousue, mettant systématiquement à l'écart le mouvement féministe haïtien. En effet, avant le séisme, celui-ci avait été la cheville ouvrière de la Concertation nationale contre la violence faite aux femmes haïtiennes, une structure regroupant les ministères de la Santé, des droits des femmes, le mouvement associatif, les organisations et ONG internationales. À force de plaidoyer, de campagnes de sensibilisation, de changements législatifs, de plans d'action, cette concertation était parvenue à généraliser sur le sol haïtien des modes d'intervention en violence adaptés aux contextes locaux. Or, tout ceci a disparu suite au séisme. Les réseaux se sont multipliés sans se coordonner. Bon, la Norvège faisait quelque chose de son côté sur un territoire, le Canada d'autres choses ailleurs, mais la coordination entre les différents efforts était faible, sinon inexistante. Des efforts ont été mal ancrés et faits en parallèle. Tout ceci malgré les directives explicites de l'ONU sur une nécessaire coopération entre humanitaires et groupes de femmes locaux suite à un désastre naturel. Au contraire, ils ont occulté le travail du mouvement féministe haïtien, l'ont décapitalisé et ont bloqué leurs interventions. Comment expliquer des interventions si négatives de l'international dans le champ de la violence faite aux femmes suite au séisme haïtien? Outre le pouvoir de l'argent, leur pouvoir comme tel et le pouvoir que leur génèrent les mécanismes politiques internationaux, je voudrais attirer votre attention sur la représentation. Des stéréotypes très répandus en Occident ont voyagé avec les contingents humanitaires, entre autres celui d'une incompétence haïtienne innée, ainsi que celui du sauveur occidental, appelé à civiliser, entre guillemets, le monde, dans ce cas-ci, à empêcher la propagation d'une supposée violence endémique subie par les femmes haïtiennes. L'image des femmes haïtiennes construite dans ce contexte a donc été celle de femmes sans secours, sans recours et victimes d'une violence extrême, comme une image d'impuissantes victimes du séisme et de la pauvreté, plutôt que de survivantes et de citoyennes de plein droit. Elles ont donc été dépossédées de leur agentivité. Nous avons repéré de nombreux exemples de ceci au Québec, aux États-Unis ainsi qu'en Haïti, en particulier dans les médias de masse et au sein de projets particuliers. Cette image de parfaite victime a d'ailleurs servi à nourrir de nombreuses campagnes de collecte de fonds auprès des populations du Nord. Elle leur a aussi permis de faire tabula rasa d'outils endogènes d'intervention dont l'efficacité avait pourtant été démontrée. Certaines féministes occidentales ont même été complices de la création de cette image, que ce soit de façon tacite ou proactive. À titre d'exemple, la fausse nouvelle d'une épidémie de viol dans les camps de déplacés, qui a fait le tour du monde, qui a été reprise par des organisations très reconnues comme Human Rights Watch, Amnesty International ou même l'ONU. On a prouvé que cette nouvelle, on a prouvé par la suite que cette nouvelle était fausse. Elle a imposé par contre l'image de philanthropes américains ou européens comme étant des bienfaiteurs plus efficaces que le secteur démocratique et féministe, pourtant très actif en Haïti. Les organisations féministes occidentales colportant cette fausse nouvelle se sont appuyées sur des visions monolithiques et linéaires de l'inégalité de genre et du féminisme, vision qui ignore non seulement le sens du contexte culturel, mais aussi la nature capitaliste, coloniale ou plutôt néocoloniale des institutions et processus transnationaux. Comme quoi le féminisme n'est pas en soi dénué d'intérêt et de rapport de pouvoir. Le féminisme transnational s'est imposé en Haïti avec un complexe de supériorité et une direction provenant largement des États-Unis. Quels sont les défis d'ordre paradigmatique que cette situation nous a posés en tant que chercheurs? Pour arriver à cette analyse, dont je viens de vous donner les conclusions, il a fallu saisir le monde à partir du cadre conceptuel propre aux associations de la société civile haïtienne et questionner celui de l'humanitaire.
ou plutôt celle, la vision du monde, il a fallu questionner la vision du monde de l'humanitaire. Le paradigme féministe décolonial s'est donc imposé. Il a été nécessaire de décentrer la pensée de nulle part, entre guillemets, propre aux abstractions universalistes pour la situer dans une perspective de transformation de la connaissance et plonger dans un paradigme académiquement moins connu, mais bien maîtrisé par les répondantes haïtiennes dans leur pratique. Adopter une perspective décoloniale a permis de mieux saisir la complexité de l'intervention des associations féministes haïtiennes et de situer cette recherche dans le cadre du postulat selon lequel les théories scientifiques sont ancrées dans des visions du monde propres à une société, à une époque et au groupe social étudié. Le paradigme décolonial présume la présence d'une distinction entre les femmes du Nord et les femmes du Sud, théorise ces différences ainsi que les relations entre les féministes positionnées différemment au sein de leurs sociétés respectives. Il se veut un contrepoint aux paradigmes occidentalo-centristes, libéraux, pluralistes et modernisateurs, qui dominent encore l'intervention internationale. La compréhension du monde à partir du Sud économique réfute en effet l'idée qu'il s'agisse là de connaissances pré-scientifiques, voire pré-modernes. Elle déconstruit la projection des situations des femmes blanches occidentales de classe moyenne sur celles des femmes du Sud et démontre comment la modernité occidentale détruit les savoirs décolonisés. Notre défi a aussi été de révéler et d'articuler pour un public occidental ce qui n'apparaît pas dans leur propre discours, dans leurs actions ou dans leur conscience. Comme le disait Conway en 2017, « A US centrism, occasionally self-conscious but often implicit, frequently accompanies contemporary uses of transnational feminism. » Mais en se généralisant, le concept de transnationalisme, de féministe transnationaliste, a perdu aussi son sens initial, se transformant en un euphémisme pour servir la dominance épistémologique et matérielle du féminisme occidental en Haïti. Et je conclus par une citation d'Eduardo Galeano qui disait « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier au monde qui a banni l'esclavage. Il mérite plus que la notoriété due aux disgrâces. » Haïti a en effet créé depuis 1986 une des expériences les plus novatrices au monde en matière d'intervention auprès des femmes victimes de violences. Pourtant, ce sont les images misérabilistes qui restent ancrées dans l'imaginaire occidental. Celles-ci consolident la posture de sauveteur des intervenants occidentaux et renforcent la victimisation comme un mode d'accès aux ressources auprès des populations en besoin d'aide. En fait, elles construisent et normalisent l'image de l'autre avec un grand A, au sud comme au nord. Merci beaucoup.